Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 11 février 2022. Christian Baptiste travaille sur la réfection d'une majorité des routes de la ville de Sainte-Anne. Des mouvements qui se succèdent au fur et à mesure en Guadeloupe. Nous allons faire le point dans ce journal. Vous l'aurez sûrement remarqué, Christian Baptiste, le maire de la ville de Sainte-Anne, fait la réfection d'une majorité des routes de la ville. Nous allons faire le point avec Christian Baptiste, maire de la ville de Sainte-Anne. Eh bien, nous avons une priorité particulièrement sur les routes qui sont en très mauvais état. Et nous avons tenu particulièrement à réparer les routes qui sont frontalières avec nos communes voisines. Par exemple, à Richeplaine, la route qui se trouve entre Richeplaine et Bois-Vipard, qui est en tuf, une partie, nous avons donc enrobé. Ainsi que la route qui était en très mauvais état de Bénétan qui va vers Boivin-le-Boule, aussi que nous avons déjà réparé. Et bien aussi la route de Grosse-Roche en allant vers direction Beaumanoir. Ici, nous sommes à route de Plateau-Barotte vers Moreau. Et aussi la route de Goulin en direction de Papin-Abîme. Ce sont des routes, cela faisait peut-être 40 ou 50 ans qu'elles n'avaient pas été totalement refaites. D'autant plus que c'est une vitrine. Ce sont des routes qui sont des vitrines lorsqu'on rentre sur le territoire de la commune de Sainte-Anne. Il était important aussi pour nous d'avoir cette bonne image de route qui soit totalement réparée, mais aussi pour les riverains. Mais nous allons encore continuer parce qu'il y a quand même deux routes qui sont en très mauvais état toujours. Avec une partie de ces routes que nous allons réparer, notamment le Merle, la descente du côté de Douville, et aussi la route de l'Érussie, c'est-à-dire la liaison entre la départementale centre de Fouché, Eucher, et la route de Modette. Donc il y a une partie aussi qui est en très mauvais état. Et bien évidemment, comme je l'ai déjà expliqué, nous sommes dans une programmation pluriannuelle. Nous avons un plafond budgétaire à ne pas dépasser. Et dès lors que le plafond est atteint, ne serait-ce que par le fait même que le marché qui nous l'impose d'ailleurs, mais dès lors que le plafond est atteint, donc malheureusement, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc nous allons encore continuer. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les routes que nous avons déjà faites, avec l'aide d'abord du conseil départemental et aussi du conseil régional, que je remercie. Par exemple, la route de délestage, c'est le conseil départemental, c'est en maîtrise d'ouvrage. Et maintenant, nous allons quasiment attaquer des voies de pénétration et d'ici 2022, 2023. Et je crois que d'ici 2023, quasiment toutes nos routes, non seulement communales, elles seront en parfait état, mais aussi les voies de pénétration. C'est un élément important pour le cadre de vie, c'est le quotidien des Sainte-Annais. Et donc, c'est pour cela que nous avons accentué notre effort sur, je dis bien la réfection des routes. Ce ne sont pas des bouchages de trous, c'est vraiment la réfection des routes. Et ce sont des routes là qui sont refaites pour une bonne dizaine d'années, dès lors qu'il y a un bon entretien. Oui, nous comptons là, mais moi, même pas là, mais c'est plus d'habiter parce qu'il a démonté la voiture. Là, il va passer là. Merci. Merci. Depuis quelque temps, une vidéo circule sur la construction d'une maison dans une zone inondable à proximité de la route nationale 4 en partant des hauteurs de Petit-Havre-au-Gosier. Selon Christian Baptiste, le maire de la ville de Sainte-Anne, la construction n'est pas sur le territoire de la ville de Sainte-Anne, mais sur celle de la ville du Gosier. A priori, il y a des travaux de terrassement qui sont effectués. C'est la voie de pénétration pour aller sur la plage de l'Ansassin. Je voudrais dire tout de suite que ce qui se passe, ce n'est pas sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Parce que j'ai vu une vidéo où effectivement le maire de Sainte-Anne est cité, le maire du Gosier est cité, mais c'est sur le territoire de la commune du Gosier. Donc nous ne sommes pas concernés au niveau de l'urbanisme. D'autant plus qu'à proximité, nous avons pu constater qu'il y a une maison en construction et il y a un permis qui a été délivré par la commune du Gosier. Cependant, je suis quand même interpellé parce que c'est vrai que nous avons des terrassements, des constructions parfois qui se font, notamment des terrassements, sur des voies ou les passages de l'eau, des voies où l'eau passe. Et donc par conséquent, je crois que c'est quand même un sujet assez extrêmement important
car nous faisons parfois un peu n'importe quoi. Et nous ne cherchons pas, surtout, à avoir des informations de personnes qui connaissent les lieux, qui connaissent l'histoire. Et donc par conséquent, et je crois même, d'après ce que j'ai entendu, qu'il y aurait un puits qui aurait été bouché. Donc d'une manière générale, évidemment, nous faisons très attention, et même au niveau de notre service de l'urbanisme aussi, parce que parfois, vous avez des plans qui sont présentés, mais il faut toujours faire l'effort d'aller constater, de vérifier sur place exactement ce qui se passe. Donc, évidemment, je le redis, ce n'est pas une situation qui concerne la ville de Sainte-Anne, mais néanmoins, lorsque vous avez des travaux de terrassement qui viennent obstruer le passage de l'eau, eh bien, ça nous interpelle, parce qu'après, lorsqu'il y a de vraies intempéries, eh bien, nous voyons les dégâts que cela peut causer, notamment lorsqu'on est en milieu urbain. Comme vous l'avez entendu lors de notre édition d'hier, la réunion prévue entre les salariés d'ArcelorMittal, la direction et la médiation envoyée par l'État a tenu court. Rudy Manuel a tenu à nous faire un point. 360 jours de grève. Donc on a eu une médiation hier, donc il a tourné court au niveau de la direction, hein, puisque nous sommes restés jusqu'à 22h30. Donc en gros, alors que justement on critique les salariés quand ils sont en grève, nous on a tout fait pour ne pas arriver jusque-là. Aujourd'hui on est en grève à 160 jours. On a une médiation où on a l'État, au nom du préfet, qui a décidé qu'il écrase la législation, puisque nous, c'était que des points de droit. Et aujourd'hui, le directeur général du travail nous fait comprendre, en gros, nous avons les droits, mais sauf que c'est le préfet qui décide si c'est oui ou non, ça rentre dans le cadre des droits. Donc, c'est une bataille hier pour les faire accepter une liste de revendications qu'ils veulent chanter, sous prétexte que c'est au premier à faire une contre-proposition et que l'autre est obligé justement d'intervenir dessus. Chose qu'on n'a jamais encore vue, hein. Il y a une liste de revendications, donc c'est qu'il y a des demandes. Et par rapport à ces demandes, une direction est censée faire justement des propositions. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a une liste de revendications, on vous dit d'oublier cette liste-là et que c'est une course au premier à faire une contre-proposition. Donc ça veut dire que nous, on est censé faire une contre-proposition sur nos propres demandes. Et on a pris plus de 5 heures de temps pour les expliquer que non, ça ne va pas se faire comme ça. Donc on a une dictature au niveau de la préfecture. On a une dictature imposée par le directeur général du travail. Et de l'autre côté, on a un employeur justement qui se sent soutenu par ces deux parties et qui se permet justement de ne pas respecter les gens, puisqu'il se permet de se lever dans une salle et de partir comme si il est en vacances et puis qu'il n'a rien à dire. Donc voilà la situation maintenant. Donc on a presque plus de droits. Le code du travail ne sert plus à rien puisque c'est le préfet qui décide ce qu'on doit justement réclamer, alors que justement la liste de revendications que l'on a, il n'y a que des demandes au niveau du respect de la législation. Donc aujourd'hui, c'est ça, on est dans une bataille. Donc on attend une date. Et pour l'arracher, il fallait rentrer en bras de fer avec justement le directeur général du travail qui parle au nom du préfet, parce qu'on nous proposait un ultimatum, une manière de procéder, et que si on ne faisait pas ça, on n'aurait pas une deuxième date de médiation. Donc la question c'est, est-ce que réellement c'est une médiation? Puisqu'il n'y a que des ultimatums là-dedans. On vous transforme vos demandes et on veut vous diriger à un endroit bien précis. Et quand vous dites non, puisque ce n'est pas la demande, on vous fait comprendre qu'il n'y aura rien d'autre. Or qu'il y avait déjà 2 voitures de gendarmes à l'extérieur, prêts à intervenir au cas où. Et l'employeur qui transgresse la loi pendant plus de 9 ans, on n'a jamais encore vu un seul gendarme venir lui rappeler ses obligations. Donc on prend maintenant, il y a 2 clans.
Il y a celui des travailleurs qui doivent fermer leur bouche et celui des employeurs, mais justement, qui ont le droit de nous écraser. Donc maintenant, les salariés savent ce qu'il les reste à faire. Comme le code du travail n'existe plus, il ne reste que la rue, donc il faudra faire le code de la rue. Les anciens salariés de la centrale Énergie Antilles-Guadeloupe se trouvent aujourd'hui à la rue depuis la fermeture de cette centrale d'énergie. Depuis le 22 juin 2020, la centrale est fermée par rapport à une loi, la loi de la transition énergétique, qui n'a pas été mise en place par les services de l'État et de la région, puisque cette loi est sortie depuis le 5 ou 15 août 2015. Donc depuis, il y avait beaucoup d'actions que les services de l'État et de la région devaient mettre en place. Donc ils n'ont jamais mis tout ça en place. Donc du coup, nous nous sommes retrouvés depuis le 22 juin, nous sommes à la rue. Donc voilà. Donc, merci pour. Donc nous avons créé une page aussi Facebook, donc les gens peuvent y aller. Donc c'est page Facebook http www.facebook.com Énergie Antilles. Donc sur cette page-là, il y a toute l'historique où nous avons décidé de créer cette page afin d'expliquer les situations. Donc voilà. Donc pour reprendre un petit peu, je vais essayer pour l'historique, parce que en février 2000, on a créé une loi, c'était pour que EDF ne puisse plus être seul comme producteur et machine électrique. Donc ils ont créé une loi qui permettait la concurrence, mais une concurrence, je dirais fausse, parce qu'elle est entre eux-mêmes, parce qu'ils ont permis la création de cette centrale, mais c'est EDF même qui vendait l'électricité à elle-même par une filiale. Donc après, nous, les salariés, depuis toujours, nous nous sommes battus pour avoir parce que EDF ne voulait pas que les autres centrales puissent être au statut des usagers, parce que nous nous sommes battus pour avoir le statut en 2002. Et par rapport à ça, il y a pas mal d'entreprises en métropole aussi qui sont passées au statut. Donc ça a fait jurisprudence. Donc nous pensons que c'est par rapport à ça que, pour se venger aussi, donc EDF, tout ça, les gens ne veulent pas que nous soyons encore là. Donc ils veulent nous brimer, nous machin, parce que nous nous sommes toujours battus pour obtenir tous les avantages. Donc c'est à ce niveau-là. Donc, pour le moment, la centrale elle est fermée, mais nous avons fait des propositions avant qu'elle ne soit fermée, parce que la loi de la transition énergétique permettait qu'elle puisse continuer, parce qu'il n'est écrit nulle part que la centrale devrait être fermée. Donc jusqu'à maintenant, nous attendons, suivant les différentes rencontres que nous avons eues avec les responsables de la préfecture, avec les régions, tout ça, nous attendons toujours que les gens puissent nous dire à quel moment dans le décret où est-ce que c'est écrit que la centrale devait être fermée. Mais pour l'instant, personne ne nous dit rien à ce niveau-là. Un cas très particulier pour un des employés du CHU de la Guadeloupe. Il s'appelle Eddie Fifi. Il est non seulement suspendu, mais il est également doublement licencié. Je suis en position de suspendu, mais aussi doublement licencié. Je m'explique, c'est-à-dire que la direction du CHU de Pointe-à-Pitre, représentée par Gérard Cotellon, a entamé une procédure de licenciement qui s'est fait en 2 actes. Il y a eu l'acte 1 en mars 2021. Donc ils ont entamé une procédure de licenciement. Pour l'historique, je rappelle simplement que c'était au motif de remplacer un contractuel par un fonctionnaire. Alors, chose bizarre au CHU de Pointe-à-Pitre, alors qu'on voit le recrutement de beaucoup de contractuels, mais bizarrement, pour mon cas, on a voulu me remplacer en tant que contractuel par un titulaire, un fonctionnaire titulaire. Donc, c'était l'acte 1. Donc, on a mené les combats qu'on a vus avec des mobilisations assez poussées. Donc, on a pu toucher la population,
Donc beaucoup de personnes ont été informées de la situation et sensibilisées sur la situation. Et après cette mobilisation, on a eu une période, on va dire, juridique, où on a mené l'affaire devant le tribunal administratif en déposant une requête en référé devant le tribunal administratif. Donc en juillet 2021, le 23 juillet 2021 pour être précis, on a eu une ordonnance du juge des référés qui a ordonné le CHU à me réintégrer en fonction. Donc voilà, donc j'ai été réintégré d'une manière assez bizarre, mais j'ai été réintégré et on va dire 3 semaines, pas plus, j'ai reçu une décision du CHU m'informant que je suis à nouveau dans une position d'être licencié. Donc ça veut dire que, pour que les gens puissent comprendre, hein, les 2 décisions pour lesquelles j'avais attaqué le CHU et qui étaient abusives, ont été retirées par la direction du CHU. Ce qui a eu pour effet de faire tomber toute la procédure. Donc, ils ont eu toute la latitude derrière pour recommencer. Et donc, depuis septembre 2021, je suis à nouveau dans une position de licencié. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont, en plus, avec la loi du 5 août, ils m'ont placé en position de suspendu. Donc, c'est quelque chose d'assez inédit. Je suis un salarié du CHU, un agent du CHU, qui se trouve dans une position de licencié et suspendu. Donc, il faut que les gens comprennent vraiment que cette direction a pointé les syndicats et donc les représentants du syndicat et ils se refusent rien pour attaquer les représentants du personnel. Mais moi, personnellement, ayant le micro aujourd'hui, ce que je veux dire aux suspendus, c'est que il faut qu'ils soient bien conscients qu'aujourd'hui, on est dans une lutte de classe. On est dans une lutte où il faut se positionner. Cette direction a pour objectif de réduire la masse salariale, enfin, le nombre d'agents au CHU. Et si les gens sont bien conscients de cela, lors des premières interventions du directeur du CHU, il a clairement précisé que sa position était de réduire l'effectif au niveau du CHU. Donc, bien sûr, la loi du 5 août aujourd'hui, c'est une aubaine pour lui et il se sert de cela aujourd'hui pour attaquer les travailleurs. Rodi Tillet de la CGTG a tenu à nous faire un point sur les différents mouvements en cours. Il a tenu également à nous rappeler à l'appel à la mobilisation prévue le 15 février 2022. Effectivement, nos camarades aussi du CHU de Pointe-à-Pitre sont attaqués par M. Cotellon. Il y en a qui sont suspendus. Mais il y en a aussi qui sont attaqués parce qu'ils ont accepté de travailler dans ces conditions. Et M. Cotellon n'hésite pas à aggraver les conditions de travail de ses camarades. Et je tire mon chapeau à ces camarades qui osent travailler dans ces conditions. Et on le sait, la situation de l'hôpital est catastrophique. Et on le sait depuis 2017, suite à l'incendie. Mais ce n'est pas seulement l'incendie qui est responsable de ça. C'est l'État français qui se fout de la situation du CHU de Guadeloupe avec la complicité de certains politiciens ici en Guadeloupe qui sont au conseil de surveillance du CHU. Et ça ne gêne personne de voir un hôpital dans cette situation. Mon camarade Eddy Fifi l'a dit. Mais c'est vrai, quand on regarde les attaques que mènent les patrons contre les camarades pompiers qui sont au mouvement, les camarades des communaux qui sont en mouvement, et d'autres camarades qui sont en mouvement, qui sont victimes de la répression patronale. Ça veut dire que c'est une lutte de classe qui est engagée contre nous. On doit riposter, les travailleurs doivent riposter face à ces attaques. On n'a pas le droit de laisser se faire écraser de la sorte. Alors, il y a prévu des manifestations, notamment le 15 février. Je lance un appel à tous mes camarades CGTG. Il faut qu'on soit tous le plus nombreux possible le 15 février pour soutenir tous nos camarades CGTG,
mais aussi tous les camarades qui sont en mouvement. Parce que les patrons, l'État, sont en train de nous attaquer et de nous affaiblir, de nous écraser. On n'a pas le droit de laisser cette situation comme cela sans réagir. Je lance encore un appel. Le 15 février, il faut que tous nos camarades CGTG qui soient solidaires de toutes ces attaques qu'on mène contre nos camarades CGTG et les autres camarades ailleurs qui sont en mouvement. À noter que le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, a autorisé le carnaval avec une version expérimentale prévue dès dimanche dans les rues de Pointe-à-Pitre. Pour rappel, le couvre-feu passe dès demain de 20h à 22h, avec également la levée de l'interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes et les pique-niques sont de nouveau autorisés. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Christian Baptiste travaille sur la réfection d'une majorité des routes de la ville de Sainte-Anne. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.